Tout pour investir, le déchiffrage. Gustave Sanden de Colbert, bonjour. Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous en direct. Mathias Bacchino, Trade République, bonjour. Bonjour. Je pense que là, on va pouvoir regarder un peu ce que font les vumètres, parce qu'on a quand même un gros coup de gueule à lancer aujourd'hui. Les Pays-Bas arrivent à faire pire que nous. Et c'était pas gagné. C'était pas gagné. C'est-à-dire que eux, tout ce dont certains rêvent en France, c'est-à-dire imposer une fiscalité spécifique sur les profits non réalisés, bon, on a toujours été raisonnable, on ne l'a jamais mis en place. Les Pays-Bas, pays pourtant réputé libéral et pro-marché, s'y mettent et la loi est passée. Alors, dites-nous. Donc il y a une vague de populisme économique aux Pays-Bas actuellement. Les Pays-Bas, je rappelle, c'est le pays quand même qui a inventé la bourse, plus ou moins, quoi. C'est là qui a inventé la première bulle aussi, avec les fameuses les tulipes au XVIIe siècle, au XVIe siècle. Effectivement, la famille les Van der actions, Bourse. la bourse, voilà. Ouais. Et le peuple néerlandais est un peuple qui investit beaucoup. C'est-à-dire, il y a une grosse éducation financière aux Pays-Bas, beaucoup d'investissements et un système de retraite basé sur la capitalisation collective pour tout le pays. Donc, a priori, on pourrait se dire, on est mieux là-bas qu'ici. Eh ben non. Et non. L'Assemblée nationale, donc ça doit encore être voté par le Sénat et c'est pas encore adopté de manière définitive, mais néanmoins, la semaine dernière, jeudi je crois, l'Assemblée nationale néerlandaise a voté une taxe de 36% sur les plus-values non réalisées. C'est-à-dire qu'au 31 décembre, on regarde sur votre compte de bourse ce que vous avez comme plus-value, même si vous n'avez pas vendu, donc même si vous n'avez pas récupéré cet argent, vous êtes taxé à 36% de ce montant. Donc quelqu'un qui a un portefeuille de 1 000 euros, qui fait 20% et qui est à 1 200 euros à la fin de l'année, en fait, il devra payer 36% de 200 euros en impôts sans avoir vendu ses titres. Oui, totalement. Il reste sur le marché. Et donc, mais si ça rebaisse des après, impôts sur des actions qui sont encore sur le marché. Et donc, si ça rebaisse après, et que finalement, il n'encaisse pas sa plus-value, il peut se retrouver à être en négatif et avoir payé des impôts sur une plus-value qui n'existe pas. Qu'est-ce qui va se passer aux Pays-Bas ? Les investisseurs, ils vont faire quoi ? Ils vont fuir. Je veux dire, c'est totalement absurde comme règle. Et malheureusement, en Europe, alors même que, en parallèle de ça, von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, essaye de sonner le réveil de l'Europe avec un plan d'action qui sera révélé le 19 mars, eh bien, nos amis néerlandais, eux, ont considéré qu'il était plus utile de se taper une balle dans le pied. Et maintenant, on n'a plus qu'à espérer que ça n'inspire pas nos parlementaires à nous. Ouais, c'est-à-dire que Gustave Sanden, c'est quand même un sacré pavé dans la mare. On a l'impression que, dans le domaine de l'absurde, ils ont réussi là où personne n'avait osé y penser. C'est-à-dire que ça a toujours été une source de bisbille, par exemple, pour calculer la véritable richesse et éventuellement l'imposer si on est dans une situation qui le demande. Mais là, on est sur imposer des actions sur le marché. Déjà techniquement, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Imposer des actions sur le marché. Oui. C'est imposer des plus-values latentes. Donc s'il y a une plus-value latente sur une entreprise non cotée, comment vous faites ? Tiens, en plus, comment vous payez ? Donc ça, on revient au fameux débat de la taxe Zuckman, sauf que là, en fait, c'est une taxe Zuckman plus populiste puisqu'elle concerne carrément tout le monde. Donc il n'y a même pas de notion de riche ou de pas riche. On peut, comme Mathias l'a dit, avoir 1 000 euros d'actions et être concerné. Ça peut être l'intégralité de notre patrimoine et être concerné par cette taxe. Donc moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'à mon avis, on va vite entendre parler néerlandais à Dubaï. Si ce n'est pas déjà le cas, le russe va être concurrencé. Maintenant, il faut aussi espérer peut-être que le Sénat se ressaisisse. Et ce qui me surprend, plus que mon analyse, c'est que c'est quand même porté par une coalition de droite. Donc, c'est un petit peu contre-intuitif. C'est un peu nouveau. Et pour une coalition de droite avec une partie de la droite dite populiste, ça en dit peut-être long sur ce que ces droites populistes aussi peuvent faire. Et là, on les voit en action. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément intuitives pour l'électorat, je dirais, de droite conservatrice classique, traditionnelle en Europe, qui est plutôt libérale et qui va plutôt dans le sens inverse sur la partie fiscale, ou en tout cas dans sa doctrine, historiquement. Et là, on a un vrai coup de barre à gauche qui est quand même relativement surprenant.
Oui, enfin, gauche, les populismes se ressemblent. Hein. Bien sûr, ça converge. C'est ça, mais c'est ça qui est étonnant, parce que culturellement, historiquement, bon, c'est un pays qui a fait sa richesse par la banque, par la conquête d'un empire international à sa mesure. Et on a l'impression que c'est une sorte de contre-coup historique qui colle, mais tellement pas. Pas du tout. Déjà avec l'identité du pays, son rôle dans l'économie internationale. On sait que c'est aussi un pays qui a une fiscalité... Par ailleurs, qui est un enjeu, qui est un enjeu pour énormément d'entreprises qui vont s'y baser. Beaucoup d'entreprises du CAC 40 d'ailleurs ont leur siège social là-bas pour des raisons fiscales. Les finances néerlandaises sont tellement horribles qu'ils ont besoin de... Non, même pas. Pas. En plus, les finances publiques néerlandaises, elles sont en très bon état. C'est un pays dur du point de vue des considérations. Ça n'a absolument aucun sens. Ouais. Et c'est le signe que dans beaucoup de pays d'Europe, on est malheureusement actuellement face à une classe politique qui est en perte de repère, quoi, tout simplement, hein, qui est perdue. Donc voilà, c'est malheureux. Il faut évidemment se prémunir de ça si on est un particulier. Ouais. Les parce qu'on le rappelle, ça risque de toucher aussi tout ce qui est capitalisation pour la retraite. En plus, oui. Voilà, qui est très très importante du côté néerlandais. Je ne sais pas quoi dire. Il faut juste espérer que ça ne passe pas, et surtout, il faut espérer que ça ne devienne pas la norme européenne, parce que alors là, si c'était le cas, la relance européenne, on ne sait pas d'où elle viendra. C'est compliqué. Sujet très important, Gustave, que vous nous avez soumis, vous avez envoyé, et si les chiffres de l'emploi n'étaient pas si bons que ça aux États-Unis ? Ils vont être révisés à la baisse. On l'a appris il y a quelques heures. Bon, bien vu. Bien joué, mais on a l'impression que toute cette attention qui est portée autour de la conjoncture américaine, là aussi, elle est focusée sur des éléments extrêmement volatiles. Et pourtant, c'est là-dessus que doit s'organiser la politique monétaire de la Fed, avec un nouveau patron qui va prendre les rênes donc à l'été. Est-ce que vous pensez que là aussi, on est sur un sujet de crispation des marchés, c'est-à-dire que les thermomètres, les baromètres ne fonctionnent plus ? En fait, on pourrait dire qu'il y a plein de sujets et finalement, il y a un sujet. Le sujet central, c'est les taux. Ouais. Et les plein de sujets, c'est tout ce qui va venir influencer les taux. Et évidemment, l'emploi, c'est le thermomètre ou l'un des principaux thermomètres de l'inflation. Et donc, on veut à la fois un marché de l'emploi qui ne s'emballe pas. C'était le cas, rappelez-vous, il y a quelques années, il y a 2 ans en arrière, on avait quand même un dynamisme trop fort aux États-Unis pour engager une baisse de taux. Là, ce qu'on veut, c'est à la fois qu'ils se maintiennent un peu, mais qui ne baisse pas trop non plus pour pas qu'on entre en récession. Et donc, on avait plutôt eu ces chiffres, là, sur le mois de janvier, qui viennent de sortir. Je rappelle des chiffres qui sont pas si communs, parce qu'on a eu quand même les shutdowns, etc. Mais en tout cas, on a donc ces chiffres, 180 000 créations d'emplois, ou 130 000 créations d'emplois, pardon, sur janvier. Donc, des chiffres en ligne avec ce qu'on pouvait attendre, qui était plutôt conforme. Pas mal, ouais. Sauf que dans le même temps, il y a eu la révision des chiffres 2025. Voilà. Et donc, au lieu de 584 000 et quelques, je crois qu'en fait, on est retombé à 180 000. C'est ça. Donc, on voit qu'il y a un dynamisme économique qui n'est pas tout à fait là, sachant que les impacts de Doge ne sont pas encore complets. Et ça, c'est l'État américain qui le communique lui-même. Donc, on a aussi une baisse quand même aussi de la demande d'emploi public à laquelle il faut s'attendre. Et par ailleurs, quand on regarde en détail aussi les créations, elles sont extrêmement concentrées sur très peu de secteurs, et des secteurs plutôt très défensifs, puisqu'on parle de la santé et du social. Oui, c'est ça. Donc le dynamisme économique, il n'est pas vraiment au rendez-vous, et donc on est un peu hésitant. Donc vous avez les taux qui vont bien, puisque les taux US se sont quand même bien appréciés, ou plutôt ont bien baissé les taux 10 ans en fin de semaine dernière. C'est de 4,18 à 4,05 en 2 journées de bourse. Ouais, ça a été assez violent. C'est quand même un vrai mouvement. En revanche, ça ne vous a pas échappé, vous l'avez largement commenté sur votre antenne, côté action, ça a été plus sport. Faut s'accrocher. Ouais. Voilà, en fait, si on regarde l'indice sur la semaine, c'est pas si traumatisant. Je crois qu'on est à moins 20, quelque chose comme ça sur le S&P. Ouais, mais maintenant, sortez la loupe et là, vous allez voir qu'il y a eu du remue. C'est comme à Paris, hein, il y a un indice qui se porte bien. Mais alors, si vous regardez les mouvements en intraday sur les valeurs en particulier, il faut s'habituer à des mouvements. Regardez, je sais pas, Dassault Systèmes qui perd encore 7% ce matin. Enfin, voilà, il faut s'habituer à une certaine volatilité. Mais alors, on revient au cœur de tout ça.
finalement, on voit que l'économie américaine se portait bien jusque-là et continue à bien se porter a priori parce que ce sont les très hautes classes et les très fortunés qui font marcher la machine économique et la machine en termes de consommation. Maintenant, jusqu'à quand ça va être un amortisseur? C'est plutôt ça la question, si les données de l'emploi continuent à être inquiétantes comme ça. En fait, vous dites, Antoine, l'économie américaine va bien. Mais dire l'économie américaine va bien, il est possible qu'à l'heure actuelle, ça ne veuille plus dire la même chose qu'il y a 5 ans. Ah ben ça, c'est C'est-à-dire évident. que ce qu'on observe, c'est qu'en 2025, les États-Unis ont créé autant d'emplois en 1 an qu'habituellement, ils en créent en 1 mois. Et en janvier, à part dans le secteur de la santé, comme tu le disais, et du social, il y a eu moins 7000 jobs. Ouais. Il y a moins 30% minimum de jobs disponibles pour les juniors aux États-Unis. Oui, c'est un vrai enjeu, ça. Il y a de la croissance. Et c'est pas uniquement dépendant des Magnificent Seven, puisqu'ils font moins 15, moins 10, moins 5 depuis le début de l'année, et le S&P 500, lui, est stable depuis le début de l'année. Donc il y a aussi la rotation sectorielle qui intervient. Donc à mon avis, on est rentré dans un nouveau monde qui va petit à petit toucher l'Europe et l'Asie, où on a de la création de richesse, de la création de valeur, donc de la croissance, des marchés qui montent, mais pas de création d'emplois. Il y a moins de demandes d'emplois aux États-Unis aussi. La population, le taux de natalité, on le connaît. Il y a moins en moins d'immigrés, beaucoup moins qu'avant aux États-Unis. Donc en fait, on va peut-être vers un monde. Et là, il n'y a rien qui est anticipé par les politiques de manière générale dans le monde, à part peut-être à Singapour, dans des endroits comme ça. Mais on va vers un monde où il y a de la croissance, des marchés qui augmentent, de la création de richesses, mais pas de création d'emplois. Et alors là, la grande question qui se pose, c'est évidemment celle de la répartition des richesses. Ah ben ça, on y est. Et pour répartir les richesses, il y a un système qui est fabuleux, qui a été inventé aux Pays-Bas et qui s'appelle la bourse. Voilà. Et donc ils inventent des sur autre chose, Mathias. 36% sur les plus-values latentes, sinon. Voilà. Donc c'est un nouveau monde dans lequel on est en train d'entrer. Pour ce qui concerne les États-Unis, la fin de semaine dernière, à mon avis, a plutôt été une bonne nouvelle, puisqu'on a vu l'inflation aussi qui a baissé, plus que prévu. Et donc, une économie qui a une inflation qui baisse et un marché de l'emploi qui s'arrête, a priori, on baisse les taux. Ah ben c'est un signal tout à fait clair. Alors au-delà de ça, il y a aussi un truc qui rabat un petit peu les cartes depuis 2-3 semaines. C'est cette espèce de jeu de massacre, là en ce moment en bourse, sur qui va être disrupté par l'IA. On a l'impression d'un storytelling que s'est imposé le marché, qui a totalement vitrifié le secteur des logiciels. Ensuite, on est passé aux banques en disant l'IA, vous comprenez, la banque. Bon, après-demain, ce sera le secteur des navets, comme j'ai dit. Il y a eu l'immobilier, le service immobilier, il y a eu le transport. Il y a eu la logistique la semaine dernière. Enfin, on a l'impression d'un jeu de massacre où l'IA crée de la valeur, mais on en détruit sur énormément d'acteurs sans vraiment de distinction. Gustav Sandén, est-ce que vous avez cette impression de machine infernale qui est en train de se... Et ça va tellement vite. Et ça va très vite. C'est-à-dire que, pour moi, il y a déjà eu 3 actes. C'est-à-dire acte 1, l'usage avec les GPT, donc ces outils conversationnels. Donc, qui, à l'usage, a les gains en bourse au départ, donc d'où les Max 7, etc. Ensuite, acte 2, l'infrastructure. Pour supporter cet usage, il nous faut les infrastructures. Donc, encore une fois, qui est le mieux positionné pour développer ces infrastructures. Acte 3, et on y est déjà, Mathias l'appelait un peu de ses vœux pieux il y a quelques mois déjà, c'est quand est-ce que ça se diffuse dans l'économie normale, ou réelle, ou traditionnelle, voilà, choisissez l'expression que vous voulez. Et là, clairement, en tout cas, les marchés financiers, eux, en sont là. Comme je vous disais tout à l'heure, si on sort la loupe, CH Robinson, transporteur, moins 13% la semaine dernière. CBRE, broker immobilier, moins 12% la semaine dernière. Et pareil sur les métiers de la gestion d'actifs, avec par exemple Charles Schwab, plus de moins 10% la semaine dernière. Donc on voit bien là ici 3 métiers traditionnels qui n'ont rien à voir, qui sont directement impactés par l'usage de l'IA. L'usage de l'IA, du coup, dans sa nouvelle forme, qui n'est plus, du coup, le chatbot seulement, mais qui est l'IA agentique, et le vrai catalyste, clairement, on ne peut pas s'en cacher, ça a été ce cowork
qui a été sorti par Claude, une application développée par... Qui est délirant. Hein. C'est délirant, Cowork. Qui a l'air. Il faut l'utiliser. Hein. C'est très choquant. Oui, mais c'est la première fois, moi, que je l'utilise personnellement avec mon équipe depuis quelques jours. C'est très choquant. Mais alors, et c'est la première fois que je suis à ce point-là impressionné par un outil. Alors, je suis tout à fait d'accord. Mais là, on en revient aux prémices du truc. Moi, je me souviens d'un truc qui avait vitrifié Téléperformance. C'était il y a peut-être un an et demi, où Klarna, pour introduire en bourse, fanfaronnait en disant « Mais nous, nos services financiers, on n'a plus besoin de gens qui répondent au téléphone, on fait tout par IA, ça marche très bien. » Premièrement, c'est pas vrai. Deuxièmement, et il y a un auditeur qui avait réagi sur Twitter, et ça s'adresse à lui, il me dit « Ouais, mais regardez, à présent, le cash flow de Klarna, c'est 2 fois celui de Téléperformance. Ouais, regardez un petit peu ce que ça donne en bourse. Klarna, ça n'a pas vraiment été une histoire... toute rose. Non. Et là, il n'est pas question de disruption. Il était question de détruire de la valeur sur un titre sous prétexte que. Et moins 25% en un jour, est-ce que c'est justifié ? C'est ça qui m'embête un petit peu. Sur ces dossiers massacrés, il y a aussi le rôle des hedge funds qui arrivent et qui amplifient ces mouvements. Ouais. Très simplement, en fait. Donc, ça, il ne faut pas le sous-estimer non plus. Il y a des mouvements qui sont amplifiés de manière très forte. On l'a vu, entre autres, par exemple, sur Dassault Systèmes. Après, Dassault Systèmes rate ses objectifs, réduit ses ambitions. Oui, puis il nous dit que l'IA, c'est compliqué. Et de l'autre côté, il y a Essilor Luxottica qui, grâce aux lunettes connectées et à l'IA, explose. Il y a Legrand qui se relance dans les data centers et qui cartonne. Voilà, donc il y a aussi des cas d'usage et des entreprises dont la productivité augmente et qui bénéficient de ça. Ça se voit dans le VIX, accessoirement, si on veut venir... Bien sûr, on est revenu du côté des 20. On a dépassé les 20 depuis jeudi. Voilà. Alors, moi, je voudrais quand même rappeler, et c'est ce que je dis depuis 1 mois et demi à tout le monde, que depuis le début de l'année, oui, les Magnificent Seven baissent, oui, le Bitcoin a perdu 20%, oui, le Nasdaq a perdu 4% de mémoire, mais l'Eurostock 600 plus 4, et Emerging Market, les marchés émergents, plus 10. Voilà. Donc, l'année 2026... c'est une année d'incertitude et c'est une année dans laquelle il faut diversifier à mort. Où les stocks peuvent bien se brûler, pour le coup. Et il y en a qui vont cartonner sans doute, ceux qui liront le marché. Le risque est beaucoup plus dur. On revient à de la sélectivité. Beaucoup plus dur, je suis d'accord. Quand même de nos vœux pieux, cette sélectivité. La voilà, quoi. Complètement, mais avec un phénomène de vase communicant qui est très, très excessif, mais c'est le rôle des marchés et par anticipation. Sur la création, destruction de valeur, c'est sûr. Antoine, si je peux juste faire un mini coup de gueule très rapide, que j'avais oublié de vous envoyer. Il nous reste 20 secondes. Mais si vous doutiez de l'importance d'investir, regardez ce que le Conseil d'orientation des retraites vient de nous dire. Ils viennent de nous dire qu'en fait, les anticipations de déficit du système de retraite français sont fausses depuis un certain temps, puisqu'on utilise 1,8 enfants par femme pour faire les calculs, alors qu'on a 1,55 enfants par femme, et qu'on utilise, pour les calculs, 80 000 immigrés en France chaque année, alors qu'on en a 180 000. Donc, on vient de voter un budget dans la douleur et de repousser la réforme des retraites sur base de chiffres qui sont faux. Le déficit du système de retraite, il est beaucoup plus grave que ce qu'on nous dit jusqu'à présent. On aura en juin les nouveaux chiffres, mais moi, mon conseil, c'est de ne pas attendre le mois de juin pour vous y mettre. Et donc, l'occasion de se diversifier et de regarder du côté des solutions de capitalisation pour compléter. Évidemment, merci encore une fois, Mathias Bacchino, Trade Republic, et Gustave Sanden de Colbert. Merci. Encore une fois, passionnante.